Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Renforcement des capacités pour la surveillance maritime et les opérations de sauvetage. Au Nouvel Mondial à Gaza, l'armée israélienne prend d'assaut l'hôpital Shifa. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. L'Assemblée nationale a accueilli ce mardi 19 mars 2024 un atelier de consultation avec les parlementaires pour l'élaboration du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2025-2029. En vue de fournir l'information utile et de renforcer les capacités dans le domaine du développement durable. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, a convié l'ensemble des députés pour une séance de travail dans la salle des conférences avec pour ordre du jour des consultations du système des Nations Unies sur le programme d'appui pour les prochaines années, initié par le président de la représentation nationale pour les élus de la nation. Cet atelier parlementaire visait à définir une compréhension commune des enjeux prioritaires du pays et de contribuer ainsi à l'identification des orientations principales en matière de développement durable. Pour rappel, la liste des invités et membres du système des Nations Unies a regroupé notamment M. Barahouna, coordinateur résident, Mme Emma, représentante du PNUD, Mme Béate Dastel, représentante de l'UNICEF, Mme Marie, représentante du PAM et SACOR, représentant de l'HCR, Mme Ricarda Mandri, chargée du bureau de la FAO, M. Farhad Hassan, représentant de l'OMS, M. Tanja Pacifio, chef de bureau de l'OIM, Mme Asha Jama, chargée du bureau de l'UNFPA, Idil Moussé, coordinatrice de l'antenne de l'UNESCO à Djibouti. En outre, les députés ont pu profiter des connaissances des consultants accompagnant la délégation onusienne à Djibouti. Il est à noter enfin que cette réflexion sur les défis et les opportunités s'inscrit dans un plan de cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et se décline en plusieurs étapes qui comprennent l'engagement des diverses parties prenantes, dont les jeunes, les femmes, les parlementaires, le secteur privé, les régions et les collectivités locales. Les partenaires nationaux, les migrants et les réfugiés, le monde académique et la société civile. De Djibouti pour voir comment est-ce qu'on va travailler ensemble et quelles seront les priorités. Et ça sera 2025 à 2030, que c'est aussi les dernières années pour arriver les ODD. Il laisse personne de côté dans chaque pays. C'est en rappelant la genèse de l'atelier et en préconisant à l'auditoire des résultats escomptés que le président de l'Assemblée, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, a lancé les assises de la journée en présence surtout des convives de l'institution parlementaire. On écoute le président de l'Assemblée nationale. Et votre expertise ont été d'une valeur inestimable pour faire avancer cette initiative. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude pour la présence distinguée de l'ensemble des chefs d'agence lors de cette consultation. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'une consultation cruciale ayant pour objectif de partager notre vision en tant que parlementaires dans ces processus d'élaboration et de stratégie de coopération entre d'une part l'État djiboutien et ses différentes institutions et le système des Nations Unies d'autre part, ainsi que des contributions et méthodes, grandes lignes et principes fondamentaux de cette coopération. Au terme des présentations, il est attendu que nous soyons en mesure, en tant qu'instance législative de la nation, d'être davantage familiarisés et de comprendre les rôles déterminants que nous, parlementaires, pouvons jouer dans l'attente des objectifs de développement durable en 2030 et l'élaboration y afférente d'une nouvelle ère de coopération internationale destinée au plus grand profit de nos concitoyens et de notre pays. En tant qu'institution représentant le peuple, l'Assemblée nationale et ses membres sont des acteurs essentiels en matière de promotion des droits fondamentaux. L'ensemble des activités parlementaires, l'élaboration des lois, l'adoption des budgets et le contrôle de l'exécutif couvrent le spectre intégral des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels. Les programmes axés sur le développement des différentes entités des Nations Unies découleront désormais du cadre de coopération, ce qui représente un changement majeur
où la planification est intégrée aux priorités nationales. Le cadre de coopération pour le développement durable s'est ainsi révélé être un instrument fondamental, offrant une orientation stratégique cohérente aux activités de développement menées par l'ensemble des systèmes des Nations Unies à l'échelle du pays, au niveau national, régional et local. C'est dans le cadre du prochain recensement général de la population djiboutienne qui aura lieu prochainement que le ministre des Finances et de l'Économie, son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale, a dans une déclaration souligné l'importance cruciale de cette opération d'envergure nationale. Lors de cette déclaration officielle, le ministre a mis en avant les tenants et aboutissants de ce recensement. Soulignons également qu'il s'agit d'une étape essentielle pour mieux comprendre la composition démographique du pays et planifier efficacement les politiques publiques. PH veut dire tout simplement recensement en général de la population et de son habitat. Il est question d'identifier, de compter le nombre de populations vivant en République de Djibouti, mais également l'habitat dans lequel la population de Djibouti y vit. C'est un exercice qui est réalisé tous les 10 ans. Et chaque pays dans le monde a besoin de ce recensement parce que le chef de l'État, son gouvernement, l'administration, pour rendre service et pour servir la population, on a besoin de connaître notre propre population. Combien sommes-nous? Où vivons-nous? Comment vivons-nous? Avons-nous de l'emploi? Combien d'entre nous sont au travail? Combien vont à l'école? Combien d'infrastructures scolaires nous avons? Des infrastructures sanitaires nous avons? Combien de migrants vivent avec nous? Combien d'expatriés vivent à Djibouti? Et toutes ces questions-là, on a besoin pour définir les politiques publiques. C'est quoi les politiques publiques? C'est tout le travail de réglementation, d'amélioration des vies. Chaque ministère, chaque institution publique, mais aussi le secteur privé, chaque entreprise, chaque individu djiboutien ou non djiboutien a besoin d'avoir ces informations. C'est un travail qui est obligatoire pour que nous puissions vraiment apporter des réponses en termes de besoins et des services attendus de la population djiboutienne par rapport donc aux actions du gouvernement. À présent, le grand format dès ce soir, avec une urbanisation rapide et une démographie galopante, Djibouti tend aujourd'hui vers une métropole en expansion rapide avec des zones rurales qui se développent en synchronie. En constante évolution, le pays connaît plusieurs défis, dont les changements sociaux et environnementaux complexes, mais aussi des opportunités nouvelles. Voici un max sur l'importance des données statistiques dans la politique de développement. En 2030, la population mondiale sera plus de 8,5 milliards d'habitants, un chiffre inquiétant qui impose tant de défis au niveau national qu'international, allant de la densité à l'urbanisation des villes. Avec une urbanisation rapide et une démographie galopante, la République de Djibouti tend aujourd'hui vers une métropole en expansion rapide, avec des zones rurales qui se développent en synchronie. En constante évolution, le pays connaît plusieurs défis, tant les changements sociaux et environnementaux complexes, mais aussi des opportunités nouvelles. Mais dans cette incertitude, les chiffres ou données, dira-t-on, jouent un rôle crucial dans la prise de décisions éclairée et une meilleure compréhension des tendances sociétales, économiques et environnementales. Ces informations fournies par les chiffres permettent à tout gouvernement de jeter un regard objectif sur les défis complexes
et d'élaborer des stratégies pour un avenir plus solide. Dans un monde caractérisé par des défis complexes, les statistiques émergent comme un phare de vérité et de sagesse. Ces données objectives ne se limitent pas à de simples chiffres, mais fournissent une base solide pour élaborer des politiques publiques efficaces, que cela soit l'éducation, la santé, l'urbanisation ou encore la planification. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, ces données statistiques permettent au gouvernement de prendre de meilleures décisions pour le bien-être des citoyens. De ce fait, les données statistiques fournissent des outils nécessaires pour comprendre, anticiper et réagir aux changements constants qui se produisent autour de nous. En d'autres termes, ces données constituent une toile complexe de connaissances qui nous permettent de prendre des décisions éclairées et guident nos choix en évaluant les options, en anticipant les résultats et en atténuant les risques inhérents. Ainsi, les statistiques sont un langage universel qui nous permet de raconter l'histoire de la population, de prendre des décisions éclairées, mais aussi de bâtir un avenir pour tous. Dans un monde qui change, les données statistiques constituent un outil inestimable pour comprendre, mais aussi résoudre les problèmes complexes qui se posent à tout gouvernement. En s'appuyant sur des données solides, tout gouvernement peut naviguer avec confiance dans un avenir incertain et travailler ensemble pour créer un meilleur monde pour les générations à venir. Actualité à la une de ce soir, le 18 mars 2024. Hier, le camp de Doralé a abrité une cérémonie dans le cadre du lancement du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne pour mener des opérations de surveillance des frontières maritimes et des opérations de recherche et sauvetage. La cérémonie qui s'est déroulée dans le hall d'honneur du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne sous le haut patronage du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a réuni, outre le colonel Waïs Omar Boukhare, commandant de la garde-côte, l'ambassadeur du Japon, les ambassadeurs des pays amis, les représentants des corps diplomatiques accrédités à Djibouti, la chef du bureau de l'Organisation internationale pour les migrations à Djibouti, le coordinateur résident des Nations Unies, les représentants des institutions onusiennes à Djibouti, le colonel Ahmed Tahir Jama, commandant de la Marine nationale, ainsi que d'autres invités civils et militaires. Après l'ouverture d'usage de la cérémonie par des versets du Saint-Coran, une présentation sur les capacités et les missions du département des recherches et sauvetage de la garde-côte et une présentation sur le contenu du projet et son déploiement ont été ensuite exposés aux invités. Ce projet va permettre de renforcer l'action en mer de la garde-côte djiboutienne dans ses opérations de surveillance maritime et dans les activités de recherche, sauvetage et assistance aux mers, notamment au profit des migrants. D'avoir ce financement. Et son Excellence m'a dit, c'était pas de la chance, on a beaucoup poussé pour avoir ce financement. Alors finalement, c'est important pour nous, on connaît tous les défis de la migration en mer à Djibouti. Le dernier naufrage connu, c'était septembre 2023, où 33 personnes sont décédées en traversant la mer. La garde-côte est toujours le pilier de la réponse humanitaire en mer, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les Djiboutiens, que ce soit pour des étrangers à Djibouti. C'est pour nous un plaisir et un honneur de pouvoir collaborer dans cette nouvelle intervention et de soutenir le travail qui met ensemble le côté de la sécurité en mer avec le côté humanitaire de la migration qu'on voit à Djibouti. Je vous remercie pour la confiance accordée à l'OIM pour travailler ensemble avec vous et avec tous les partenaires qui sont impliqués. On sait que la garde-côte, c'est les premiers intervenants, mais après, il y a plusieurs partenaires qui seront aussi impliqués, comme le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, et tous ceux qui s'occupent de la réponse humanitaire et de la gestion de la migration à Djibouti. On écoute à présent le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, M. José Barahona. Depuis mon arrivée à Djibouti il y a 2 ans, les collègues de l'IOM et d'autres agences de l'UN toujours me parlent du travail qui est en conjoint avec les gardes-côtes. C'est vrai qu'on a plus de visibilité sur le travail qui se fait avec les migrants sur la route. On a vu les migrants qui sont à pied sur la route, parfois des personnes qui s'arrêtent, qui leur donnent de l'eau, qui ont salve des vies, vraiment. Mais dans la mer, c'est moins visible, c'est les gardes-côtes qui font ça. C'est plus difficile, c'est plus compliqué.
On veut maintenant que la mer Rouge, c'était toujours un endroit de passage et ça continue encore de plus en plus. On a plus de trafic, plus de personnes, plus de bateaux de tous les différents types. On a des potentiels accidents et toujours on regarde les gardes-côtes pour solutions et pour être les premières qui vont arriver. Les gardes-côtes sont, comme a dit Tania, les gardes-côtes sont dans le front line de la réponse, sont les premières arrivées dans la mer, sont les seuls arrivés à la mer parfois. Et vraiment, vous méritez toutes les reconnaissances et tous les soutiens que nous pouvons donner. Je vais aussi remercier l'ambassade du Japon et le gouvernement du Japon pour des choses, pour les soutiens pendant le temps à garde-côte de Djibouti et pour la confiance dans les agences des Nations Unies. C'était au tour de l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Keiichi Hara, de réitérer le soutien du Japon à travers son ambassade et la JICA au renforcement continu des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Je suis honoré de pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de lancement de ce projet. Le monde fait face aux divers conflits et notre planète est affectée par le changement climatique. Nous assistons également au clivage économique accentuant la pauvreté. Ce contexte entraîne un flux migratoire significatif à travers Djibouti avec environ 280 000 mouvements de migration en 2023. Malheureusement, de nombreux migrants y perdent leur vie. Tenter de traverser le détroit de Bab el-Mandeb met leur vie en péril, ainsi que la sécurité des frontières maritimes de Djibouti. De plus, l'OIM a recensé 88 migrants en 2023 le long de la route de l'Est, sans compter probablement de nombreux autres qui perdent leur vie en chemin. De ce fait, l'assistance humanitaire est indispensable pour protéger la vie des migrants à Djibouti qui risquent leur vie en raison de conditions difficiles dans leur pays d'origine. Parallèlement, la capacité de la connaissance du domaine maritime doit être renforcée pour assurer la sécurité à Djibouti. Dans cette perspective, le gouvernement du Japon a décidé d'appuyer ce projet pour renforcer la capacité de la garde-côte djiboutienne à mener des opérations de surveillance maritime et de recherche et sauvetage. Le colonel A.S. Omar Bagoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a souligné pour sa part que la garde-côte djiboutienne est en première ligne dans les opérations d'assistance et de sauvetage en mer des migrants qui sont victimes des trafiquants. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement qui marque un tournoi décisif dans notre prise en charge des migrants irréguliers. En ma qualité de commandant de la garde-côte djiboutienne, je suis honoré de vous présenter ce projet ambitieux, renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne à mener les opérations de surveillance des frontières maritimes et de recherche au sauvetage en mer, qui vise à renforcer nos capacités humaines, techniques et matérielles. Nous sommes conscients des défis que nous devons relever. Les tragédies en mer dues à des embarcations inaptes à la navigation sont trop chargées et très fréquentes. La garde-côte djiboutienne sait mieux que quiconque le défi et les difficultés qui résultent des conditions de traversée des migrants. Chaque fille perdue est une tragédie et un rappel d'importance de notre mission. Notre institution vise à travers ce projet à accueillir en priorité un bateau d'ambulance, en question de pression qu'on appelle Hyperpar, et des autres matériels pour sauver les personnes en détresse à la mer. Et ce matériel et des moyens renforce notre capacité d'accueil d'assistance aux migrants et plus particulièrement les postes frontaliers qui est près des zones des opérations des postes de la garde-côte.
Ce projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne à mener les opérations de surveillance des frontières maritimes et de recherche au sauvetage en mer sera conduit avec diligence, professionnalisme et déploiement par tous les membres de la garde-côte djiboutienne. Son Excellence, M. Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, a, dans son mot, salué le rôle primordial de l'action en mer salvatrice de la garde-côte djiboutienne au profit des migrants irréguliers. Pour moi, un honneur d'être parmi vous à l'occasion du lancement du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne en matière d'opérations de surveillance des frontières maritimes, de recherche et de sauvetage en mer. Le projet est constitué de plusieurs composantes, notamment l'élaboration et la mise en place des procédures opérationnelles sur les opérations de recherche et de sauvetage en mer, le mécanisme des pré-alertes et d'alerte aux appels de détresse et le soutien technique et matériel pour le garde-côte djiboutien. En effet, la mise en œuvre de ces projets confiés à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM à Djibouti, en coordination avec le gouvernement de la République de Djibouti et avec une assistance technique de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, à travers le soutien du gouvernement du Japon, revêt un caractère stratégique, dans le sens où il vise à étendre les capacités d'intervention de notre garde-côte dans la lutte contre la migration irrégulière et l'action néfaste des trafiquants, ainsi que la détresse des migrants vulnérables. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la République de Djibouti est au carrefour de l'une des routes migratoires les plus empruntées, où chaque année, des milliers de migrants en provenance de l'Éthiopie ou de la Somalie se rendent à Djibouti ou traversent le pays pour aller vers la péninsule arabique en empruntant ce qu'on appelle souvent la route de l'Est. Il va donc de soi que le gouvernement de Djibouti souhaite se donner les moyens pour assurer la surveillance maritime et de tout mettre en œuvre pour permettre à la garde-côte de remplir ses missions de façon efficace et professionnelle. Sport à présent, conformément à leur programme triennal d'activité, en harmonie avec le mois sacré de Ramadan. La Fédération djiboutienne des sports de boules a organisé un tournoi de pétanque, rassemblant les joueurs engagés dans les activités de la fédération et représentant les 3 communes de la capitale. Hier soir, sur le site de Cheikh Moussa, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, s'est joint au match programmé pour cette 5e soirée. Il a été accueilli par le président de la fédération, M. Ali Elmi, ainsi que par les membres de son comité directeur. Il a eu l'occasion d'assister à une rencontre de haut niveau entre les équipes de Boulaous et de Balbala. Par la suite, le secrétaire d'État chargé des sports a engagé une conversation approfondie avec le président de la fédération portant sur les projets sportifs que la structure envisage de mettre en œuvre. 32 équipes, comme je l'avais dit, qui ont participé. Et ces 32 équipes sont venues dans les différentes communes de la capitale. Cette année, l'année prochaine, on avait organisé le championnat, le tournoi régional qui s'est déroulé à Lissabié, suivi de ce qu'on appelle le championnat d'été qui s'est terminé en octobre. On a enchaîné encore le championnat national qui s'est terminé le 9 mars et on vient d'assister le tournoi de Ramadan qui va se terminer le fin de Ramadan. Cette année, ce qui est en programme, l'équipe nationale va participer au championnat d'Afrique des pétanques qui va se dérouler au Maroc en juin et le championnat d'Afrique de Rafah qui va se dérouler en Algérie le 30 avril. Ces équipes qui vont aller ont été sélectionnées sur la base de leurs performances en fonction de leur jeu de cette année. Et on espère toujours, comme d'habitude,
On attend des résultats, surtout les derniers carrés. Et Inch'Allah, l'équipe de Rafa se sont qualifiés l'année dernière parce qu'ils étaient en troisième position, ils ont remporté les médailles de bronze. Ils se sont qualifiés aux Coupes du Monde de Rafa qui va se dérouler en Turquie cette année. Et on espère aussi cette équipe qui vont encore ramener un trophée. Tout ça, c'est le fruit de la fédération épaulée. Le premier sponsor de la fédération, c'est le ministère des Sports, qui est toujours derrière la fédération, que ce soit au niveau des compétitions nationales ou internationales, que ce soit les préparations des équipes nationaux ou leur fourniture, que ce soit au niveau du vêtement, au niveau du pitbull, au niveau du frais des transports. Je remercie ici le secrétariat d'État au sport, la secrétaire générale, le directeur des sports qui sont toujours là avec nous, qui nous épaulent et que leurs portes sont toujours ouvertes pour nous. Le conseil exécutif de l'UNESCO s'est réuni pour sa 219e session afin d'examiner les défis mondiaux pressants et de promouvoir la coopération internationale dans des domaines clés tels que l'éducation, la science, la culture et la communication. Son Excellence, M. Aïd Moussé Diarya, ambassadeur de la République de Djibouti en France, délégué permanent auprès de l'UNESCO, y a pris part avec sa délégation. L'ambassadeur a dans son discours salué le rapport de Madame la directrice générale de l'UNESCO, reconnaissant son engagement envers les valeurs de l'organisation et son analyse perspicace des enjeux actuels. Il a également exprimé ses préoccupations face aux conflits et tensions géopolitiques persistants dans le monde, appelant une action décisive pour favoriser des solutions pacifiques. En vue des prochains événements tels que le sommet de l'avenir et les conférences sur l'éducation et l'eau. Il a rappelé une collaboration renforcée pour relever les défis mondiaux. Il a également condamné fermement les violations du droit international qui affectent le peuple palestinien, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d'un processus politique pour garantir sa souveraineté. Lors de sa déclaration, il a souligné l'importance de l'action collective et de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. On écoute l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Aïd Moussé Diarya. L'utilité de l'UNESCO n'est plus à démontrer face aux nombreux conflits qui gangrènent le monde et causent des souffrances incommensurables à des millions de personnes, où les tensions géopolitiques et les guerres, en Syrie, au Yémen, en Ukraine, au Soudan et dans les territoires arabes occupés, et en particulier sur la bande de Gaza, persistent, entraînant ainsi des violences et des déplacements forcés. Et des pertes de vies humaines, notamment parmi les civils et principalement les enfants et les femmes. Chers collègues, face à ces tragédies qui nous ont été imposées, la communauté internationale, c'est-à-dire nous, les États membres et les organisations internationales que nous avons créées et qui sont dépositaires de notre confiance. Nous devons unir nos forces et éviter les querelles stériles, car nous sommes investis d'une responsabilité collective. Il est donc de notre devoir d'épauler l'organisation pour qu'elle puisse jouer son rôle noble et faire face à ces défis. À l'orée du prochain sommet de l'avenir et des conférences passées, telles que le sommet sur la transformation de l'éducation, le sommet sur l'eau, je souhaite que nous mutualisons les efforts pour permettre à notre organisation de relever les défis. Et à cet égard, je tiens à saluer le rapport de la directrice générale, surtout pour les efforts déployés et les résultats obtenus jusqu'à présent, en poursuivant les 4 objectifs qui nous permettent de mieux appréhender l'organisation et ses différents secteurs de programme. Excellences, Mesdames et Messieurs, à la veille des Olympiades de Paris, de ce qui aurait dû et pu être un moment de paix partagé dans le monde, la triste actualité nous ramène à la dure et amère réalité de ce qu'endure depuis 5 mois le peuple palestinien à Gaza et dans les territoires occupés. Tous les forums sont bons pour dénoncer la brutalité de l'occupation, le refus d'un cessez-le-feu par la force d'occupation qui fait fi de sa propre histoire et de son passé, et de grâce, après 5 mois de guerre et plus de 30 000 morts, que l'on a cesse de nous ressasser avec le soi-disant droit à l'autodéfense, car il s'agit avant toute chose d'une occupation. Et ce droit est plutôt le droit consacré de celui qui est occupé et non le contraire. Nous ne sommes pas à la tribune des Nations Unies, mais à l'UNESCO, et nous ne devons pas nous résoudre à un silence complice et à l'inaction de la communauté internationale, à savoir nous-mêmes, en égrenant le nombre d'enfants tués, le nombre de journalistes qu'on a fait taire à jamais, les écoles et les universités, les lieux culturels et cultuels détruits au vu
et au su du monde entier, et une armée d'occupation qui fait subir au peuple palestinien la plus grande punition collective jamais égalée, à laquelle il faut ajouter maintenant la famine comme arme de guerre. Mon pays, épris de paix, condamne dans les termes les plus fermes ces massacres et ces violations du droit international et du droit international humanitaire qui continuent à tuer des milliers d'enfants et de femmes tous les jours, et cela depuis plus de 5 mois. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à une reprise du processus politique sérieux qui conduirait à la fin de l'occupation, à l'accession de la Palestine à un État souverain et indépendant. L'UNESCO doit trouver sa place et jouer son rôle dans le domaine où son avantage comparatif le permet, dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la protection des journalistes. Et nous voulons ici remercier le secrétariat pour nous avoir tenus informés des dispositions prises en amont pour assister le peuple palestinien. Cette guerre qui touche en premier lieu les enfants, les écoles, la culture, nous pousse à la réflexion de la culture de la paix et de s'aimer la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Rêve noir dans la République de Djibouti, où le port PDSA connaît actuellement une période de rebondissement passionnante, marquée par une série d'initiatives audacieuses visant à dynamiser ses activités portuaires. Ces développements récents témoignent de l'engagement du port à rester à la pointe de l'innovation et de l'efficacité dans un environnement commercial en constante évolution. L'introduction d'une nouvelle stratégie d'aménagement des parkings et de facilitation des paiements pour les dockers de PLS constitue un élément central de cette transformation. En favorisant la fluidité et la sécurité des opérations, ces mesures visent à rendre le port plus attrayant et plus performant. De plus, avec tous les quais du port désormais opérationnels, le port PDSA est prêt à accueillir un flux accru de navires. Parmi les navires accostés figurent le navire Perfect au Q13 Overflow DMP, Langy aussi au Q13 Overflow DMP, la Rousseau Q7, le Green Loyau, le Q7, le Q12, le navire Sin Haitong au Q14, navire Infinity, le 15, témoignant de l'importance croissante du port PDSA dans le paysage maritime. Cette capacité élargie témoigne de la résilience et de la détermination du port à répondre aux besoins croissants de l'industrie maritime. Cette performance opérationnelle souligne le rôle vital du port PDSA en complément avec celui du DMP dans la facilitation du commerce et des échanges dans la région. En parallèle, l'aménagement méticuleux de l'espace dédié aux véhicules transportant des marchandises souligne l'engagement du port envers l'efficacité opérationnelle et la qualité des services, une initiative qui contribuera à optimiser les flux de marchandises et à renforcer la compétitivité de nos ports sur la scène internationale. Dans l'ensemble, les activités du port PDSA marquent le début d'une nouvelle ère d'innovation et de croissance. Et donc, le CDC de Arhiba a procédé hier après-midi à la cérémonie de lancement des activités sportives dans le cadre des tournois du mois béni du Ramadan. Ont participé à cet événement, outre les directeurs, la première maire adjointe, Mme Fatouma Kamil, la directrice chargée de la jeunesse, les hauts responsables du ministère, le vice-président de la commune d'Aboulaous, M. Ali Mohamed, le président du conseil d'Arhiba, le directeur du CDC, les élus locaux, ainsi que les jeunes leaders de Arhiba. Après l'arrivée des invités et les amoureux de football, les officiels n'ont pas tardé à procéder au lancement du tournoi de Ramadan entre les différentes équipes qui vont participer cette fois-ci. L'événement a été l'occasion de lancer officiellement les tournois de Ramadan qui se dérouleront sur les différents terrains d'Arhiba. Ces tournois sont organisés sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et visent à promouvoir l'esprit de fraternité, la camaraderie et la cohésion sociale pendant le mois sacré du Ramadan. Les terrains ont été aménagés pour offrir un environnement propice à la pratique sportive et à l'engagement communautaire. Les compétitions se dérouleront dans un esprit de fair-play, de respect mutuel, reflétant les valeurs fondamentales de la cité Arhiba. Pour la dernière étape de sa tournée dans les régions de l'intérieur du pays, la délégation du Douane Zakat affiliée du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf s'est rendue dans la ville d'Arta pour distribuer la collecte de la zakat pour l'année 2023 à 120 familles et de parrainage de orphelins à 61 orphelins. L'opération de distribution de cette aide financière qui permettra à ses bénéficiaires de passer le mois sacré du Ramadan dans des conditions favorables s'est déroulée sous la supervision du directeur général du Douane, du Douane Zakat, M. Suleiman Hassan Moussa, et du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabali, en présence du président du conseil régional, M. Elmi Bouh Goudadé, et les représentants des segments bénéficiant du produit de la zakat. A noter que la délégation Douane a effectué la semaine dernière une tournée dans les 4 autres régions de la région, à savoir Dikit, Ali Sabiye, Obok
est à Djoura pour procéder à ces distributions. La zakat est l'un des piliers fondamentaux de l'islam et constitue l'une des valeurs religieuses et sociales les plus importantes de la loi islamique. Elle représente aussi le modèle légal de la solidarité sociale et de la redistribution de la richesse entre les membres de la société. En d'autre part, le parrainage des orphelins ou kafala consiste à assumer la responsabilité de prendre soin et de soutenir les pauvres et les orphelins qui ont perdu le soutien familial. Cela inclut la fourniture de besoins de base tels que la nourriture, le logement et l'éducation, ainsi que le soutien psychologique et moral. Le président du conseil régional d'Arta a saisi cette opportunité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude aux zakataires et aux grands parrains seniors pour leur précieuse contribution au projet de zakat et de parrainage d'orphelins. Le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabelé, a souligné dans son intervention que parmi les principales catégories bénéficiaires de la zakat collectée en 2023 figuraient les pauvres, les personnes vulnérables, les personnes âgées ainsi que les familles des orphelins. Il a également saisi cette occasion pour adresser ses félicitations au président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, fondateur de Douane al-Zakat, et à la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, et le peuple djiboutien. Ensuite, le directeur général de la douane al-Zakat a évoqué dans un bref discours les objectifs de leur déplacement à Arta, soulignant que lors de cette visite, ils ont distribué le produit de la zakat de l'année 2023 et les 3e et 4e tranches de parrainage d'orphelins de l'année 2023 aux bénéficiaires de cette région. M. Suleiman Hussein Moussa a également profité de cette occasion pour exprimer ses remerciements et son appréciation aux bienfaiteurs et parrains, demandant aux Tout-Puissants de leur bénir avec leur argent et d'accepter la zakat et le parrainage de leur part. Direction le nord, à Obok, où dans l'après-midi du dimanche 17 mars, la région d'Obok a vécu un moment de grande importance avec la distribution d'équipements sportifs et le lancement officiel des tournois de Ramadan. Cet événement qui s'est tenu à Hayou, au CDC d'Obok, a réuni les plus hautes autorités de la région ainsi que de nombreux participants et organisateurs. La cérémonie de distribution d'équipements et de lancement des tournois a été honorée par la présence des hauts dignitaires de la région de Hayou, notamment le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, le président du conseil régional, M. Mohamed Hamid Ismail, le sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Kamil Dini. Étaient également présents les élus locaux, les responsables des services déconcentrés, les représentants des associations des jeunes. Au programme de cette manifestation, plus de 60 équipes participent aux différents tournois qui se dérouleront dans la ville de Hayou et ses environs. Les tournois sont organisés dans plusieurs catégories allant de minimes aux seniors, offrant ainsi une opportunité d'engagement sportif pour les jeunes de tous âges. Ce moment de rassemblement des compétitions reflète l'engagement de la région d'Obok en faveur de la promotion de l'épanouissement de la jeunesse. Les tournois de Ramadan constituent une occasion unique de renforcer les liens sociaux, de promouvoir les valeurs du fair play et de célébrer l'esprit de Ramadan dans un cadre convivial. Le CDC d'Obok et l'ensemble des associations de jeunesse organisatrices des tournois expriment leur gratitude envers tous les participants et les partenaires, mais aussi les bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement. On écoute le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane. Ici pour le lancement des Jeux de Ramadan. Ces Jeux vont se dérouler durant tout le mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, nous avons effectué le lancement de ces Jeux. Inch'Allah, ces Jeux ne se pratiqueront pas seulement à Obokville, au CDC d'Obok, non seulement, mais aussi dans les localités, comme Fontahelo, Bodotaera. Donc il y a beaucoup de localités qui ont souhaité organiser ces Jeux et nous leur avons permis d'organiser aussi ces Jeux en leur apportant les moyens logistiques. Tel que vous avez vu tout à l'heure, nous avons distribué les équipements et les récompenses pour ces localités. Alors je dis à toutes les équipes qui prennent part à ces Jeux, bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullah. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, les forces israéliennes ont lancé une incursion à l'hôpital Shifa de Gaza City hier, accusant les Hamas de l'utiliser comme base, suscitant des préoccupations humanitaires alors que des civils ont été affectés. Selon le ministère de la Santé de Gaza, un incendie à l'entrée de l'hôpital a provoqué des suffocations parmi les femmes et les enfants. Les médias israéliens rapportent que l'armée a pris le contrôle de l'établissement et a détenu 80 personnes, suscitant des inquiétudes quant au respect des normes humanitaires et au respect du droit international. La population de Gaza City, déjà confrontée à des conditions difficiles, a été encore plus durement touchée par cette incursion. Des centaines de Palestiniens attendaient désespérément de l'aide humanitaire, alimentaire,
tandis que dans le nord de Gaza, largement dévasté, est isolé depuis plusieurs mois par les forces israéliennes. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.